Dr Ahmed Al-Farah de l'hôpital Nasser à Khan Younis. Bienvenue sur The Grey Zone. D'accord. Tout d'abord, c'est un plaisir de... Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis le Dr Ahmed Al-Farah, chef du service de pédiatrie et de maternité au complexe médical Nasser. Je me trouve actuellement dans un lieu évacué près de Zawaïda. J'ai perdu ma première maison dans la région d'Al-Karara, puis j'ai déménagé dans la région d'Al-Sattar, et j'ai également perdu cet endroit. J'ai donc déménagé ici, dans un centre d'évacuation de la région d'Al-Zawaïda. Eh bien, nous sommes heureux de pouvoir vous parler malgré les circonstances. Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé le matin du 25 août, lorsque Israël a attaqué l'hôpital où vous travaillez, le centre médical Nasser, puis a effectué une frappe double ou triple qui a massacré l'équipe de secours et les journalistes arrivés sur les lieux? D'accord, mon ami. Ce qui s'est exactement passé ce matin-là, il était presque 8h15. J'étais dans mon bureau, en train de soigner un enfant dont le cas m'avait été soumis par un collègue. Alors que je mettais le stéthoscope à mes oreilles, j'ai entendu un bruit très fort. C'était extrêmement puissant. À ce moment-là, la mère de l'enfant a soudainement eu une syncope et s'est évanouie. J'étais confus à ce moment-là. Devais-je aller soigner la mère, continuer d'examiner l'enfant, ou sortir ou regarder par la fenêtre pour voir ce qui se passait? Après cela, nous avons découvert que la frappe israélienne avait touché l'hôpital lors d'une double attaque dès le début. C'est ce que nous avons compris plus tard. Il s'agissait d'une double attaque dès le départ. La première frappe a visé la cage d'escalier du côté est, où ils ont tué un journaliste nommé Hussam Al-Masri, qui assurait une retransmission en direct pour Reuters. Vous pourriez vous demander pourquoi Hussam se trouvait là. C'était au 4e étage, mon ami. Cette zone offre la meilleure couverture Internet pour les cartes eSIM. Vous savez, les journalistes utilisent des cartes eSIM, et le signal eSIM y est très fort, ce qui est important pour que les médias puissent transmettre leurs messages ou leurs reportages à leurs agences. Même moi, en tant que médecin, lorsque l'Internet n'était pas disponible au complexe médical Nasser, j'avais l'habitude d'aller dans la cage d'escalier de cette zone, au 4e étage, et d'essayer de contacter ma famille grâce à cet accès Internet qui dépend des cartes eSIM. C'est ce que je voulais préciser à ce sujet. Lors de cette attaque, il y a eu une autre explosion, jusque-là non signalée, dans l'aile nord. Celle-ci se trouve à l'est. Et il y a eu une autre attaque sur l'aile nord. De plus, au même moment, même les journalistes et les médias n'ont pas pu distinguer qu'il s'agissait de deux événements distincts. Le bruit ressemblait à une seule explosion, mais il s'agissait de deux attaques. Je pense qu'il y a eu deux attaques de chars en même temps, l'une sur l'escalier nord et l'autre sur l'escalier est. Sur les escaliers nord, il y avait quelque chose comme un balcon. Les médecins et les étudiants en 6e année de médecine avaient l'habitude de s'y rassembler pour discuter des cas liés à l'UZI, car c'est la zone la plus proche de l'UZI pour adultes. Lors de cette attaque, Hussam Al-Masri, le journaliste, a été tué sur le coup. De même, Muhammad Habibi, étudiant en 6e année de médecine à la faculté de médecine de l'université Al-Azhar, une université locale, a également été tué. Beaucoup de ses collègues, médecins, hommes et femmes, ont été blessés lors de cette attaque. À ce moment-là, mon ami, tout l'hôpital était sous le choc, et tout le monde a essayé de s'y rendre en tant qu'équipe de secours. Des journalistes, amis et collègues de Hussam ont voulu monter à l'étage pour aider au secours et même couvrir l'événement.
ce qui était arrivé à leurs collègues. De plus, les médecins et le personnel de sécurité se sont rendus sur le balcon pour évacuer le doc Mohamed El Habibi et ses collègues de cette zone. À ce moment-là, après environ 9 ou 10 minutes, il y a eu une autre attaque, qui était également une double attaque, pas une seule, mais 2 roquettes. En examinant les vidéos de la BBC et de Reuters, nous avons découvert dans les images qu'il y avait 2 roquettes lors de la seconde attaque. Ainsi, le nombre total d'attaques ayant visé le complexe médical Nasser à ce moment-là était de 4. 2 lors de la première attaque et 2 lors de la seconde. La première attaque a touché 2 endroits et la seconde impliquait 2 roquettes frappant un même lieu. Mais ce dont je veux parler, c'est que la deuxième attaque a été extrêmement horrible. Pourquoi était-elle si horrible? Parce que toutes les équipes de secours, tous les journalistes, tout le personnel médical et tout le personnel de sécurité se trouvaient à l'étage, exposés. Tout le monde pouvait voir que des gens étaient là, essayant de secourir, de réanimer et d'évacuer les personnes visées en haut des escaliers. Malheureusement, 2 bombes ou 2 roquettes, je pense, comme l'ont mentionné certaines personnes expérimentées, qu'il s'agissait plutôt de 2 obus de chars supplémentaires, ont frappé cette zone en même temps, et ce fut vraiment un massacre. 5 journalistes ont été tués, 3 membres du personnel de sécurité ont été tués, des membres de la défense civile ont été tués, et certains observateurs, ainsi que d'autres hommes qui étaient là pour aider, ont également été tués. C'était, je veux dire, incroyable. Ils disent qu'il y avait une caméra là-bas et que cette caméra appartenait par exemple au Hamas ou quelque chose comme ça. Mon ami, il existe de nombreuses méthodes. Il y a beaucoup de façons de gérer cela sans provoquer un massacre. Ils ont le numéro de téléphone du directeur de l'hôpital, le docteur Atif, et le dirigeant israélien a essayé de le contacter à plusieurs reprises lors de l'évacuation initiale du complexe médical Nasser. Il pouvait appeler le docteur Atif et lui demander « S'il vous plaît, je ne veux aucune caméra ni aucun journaliste dans l'hôpital. » C'est quelque chose de simple. D'accord, je vais avancer quelques arguments et je vais rendre la discussion de plus en plus détaillée. La première fois, vous avez détruit cette caméra et tué l'homme qui la portait. Pourquoi continuez-vous à commettre des massacres et à tuer près de 20 personnes lors de la deuxième attaque? Cela signifie que vous ne visez pas seulement une caméra, vous visez toutes les caméras, vous visez tous les journalistes. Vous voulez faire taire tout ce qui se passe à Gaza. Vous ne voulez pas que la voix de Gaza se fasse entendre. Ce qui soutient ma conviction, c'est que, depuis le début de la guerre, près de 249 journalistes ont été tués. Si vous calculez, mon ami, le nombre de journalistes tués depuis le début du siècle dernier, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, ce chiffre n'égalera pas, ne dépassera pas, et ne s'approchera même pas du nombre de journalistes tués à Gaza. Pouvez-vous décrire la situation et les conditions à l'intérieur de l'hôpital Nasser aujourd'hui? Et êtes-vous en mesure de faire face à l'afflux massif de patients, surtout alors qu'Israël procède à un nettoyage ethnique dans le nord, repoussant les habitants hors de Gaza City, qui se dirigent maintenant vers vous? Mon ami Max, l'hôpital est dans une situation très critique. Aujourd'hui, le complexe médical Nasser fait office d'hôpital à la place de 4 hôpitaux. Tu sais que l'hôpital européen est complètement hors service. Abu Yusuf al-Najjar, dans la ville de Rafah, est totalement détruit. L'hôpital émirati a été évacué et ne fonctionne plus. Donc, actuellement, le complexe médical Nasser dessert près d'1 million de personnes. Tu peux imaginer qu'un seul hôpital prend en charge 1 million de personnes à Mawassi, Khan Yunis et dans les environs.
Je veux préciser que, la semaine dernière, le nombre de patients admis au complexe médical Nasser était d'environ 1300. Mon ami, nous plaçons les patients dans les couloirs. Nous installons les patients dans n'importe quel espace disponible. Nous avons installé un hôpital de campagne sur le terrain. Parfois, nous installons les patients sur des matelas posés à même le sol. À l'entrée de l'ascenseur, nous plaçons certains cas. Nous essayons de fermer cette zone. Nous tentons de suspendre des rideaux ici et là pour créer plus d'espace. Et en ce moment, en plus de la surpopulation, il y a une grave pénurie de fournitures médicales. Lorsque vous entrez dans l'hôpital, vous ne pouvez pas imaginer que le sérum physiologique, le Ringer lactate, qui sont des produits de base et devraient être fournis à tout hôpital, ne sont pas disponibles. Le paracétamol en perfusion, le paracétamol oral, la solution de paracétamol ne sont pas disponibles à l'hôpital. Même des antiseptiques comme le chlore, l'alcool et l'iode ne sont pas disponibles. Sur la liste principale des médicaments, près de 85% des articles sont à zéro. Zéro de ces médicaments. C'est donc quelque chose d'incroyable. Parfois, nous avons le patient, nous avons le médecin et nous avons le bloc opératoire, mais nous n'avons pas les instruments. Il y a 2 jours, j'ai visité le service d'orthopédie. Je leur ai demandé quel est l'instrument dont vous avez besoin le plus rapidement possible, comme une nécessité critique. Ils m'ont répondu, « Vous devriez plutôt demander ce que nous avons. Nous n'avons rien. La fixation externe est indisponible. La fixation interne est indisponible. La vis intramédulaire est indisponible. Les greffes orthopédiques sont indisponibles. Donc beaucoup d'opérations sont retardées ou ne sont pas réalisées à cause de la surpopulation. Et en même temps, nous faisons face à une situation difficile concernant la malnutrition et le manque d'immunité. Vous savez, de nos jours, nous avons des maladies ressemblant à la grippe. Et vous savez, la grippe, c'est la période de l'année où nous y faisons face. Vers août ou début septembre, avec le changement de temps, nous avons la grippe ou des maladies similaires, la grippe à ce moment-là. Ce qui est différent cette fois, c'est que la grippe dure près de 15 jours et la fièvre continue parfois pendant 7 ou 10 jours. Pourquoi cela arrive-t-il? Certains patients âgés sont décédés à cause de cette grippe. C'est à cause d'un manque d'immunité. C'est à cause de la malnutrition. Mon ami, pour la grippe dans le monde entier, il faut du citron, un peu de gingembre, un peu d'oignon, de la vitamine C, et tout cela est introuvable à Gaza en ce moment. Donc la grippe et les maladies similaires durent plus longtemps, et les gens souffrent davantage. Même de l'eau potable, si nous en avions, n'est pas disponible à Gaza actuellement. Israël nie que la faim atteigne des proportions épidémiques à Gaza, alors même que les Nations Unies déclarent qu'une famine sévit en raison du siège imposé par Israël et du blocage de l'aide à la bande de Gaza. Que constatez-vous de là où vous êtes? Observez-vous la faim ou même la famine à grande échelle? Mon ami, les dirigeants israéliens ont l'habitude de faire cela, et ils parlent de propagande ou de quelque chose comme ça. Mais mon impression, et ce que nous pouvons constater sur le terrain, c'est que nous faisons face à la pire famine que nous ayons jamais connue dans notre expérience. Mon ami, j'ai étudié la médecine en Égypte il y a 25 ans. Quand nous étudions la malnutrition et l'hypovitaminose, nos médecins et professeurs nous parlaient du marasme, du kwashiorkor, de l'hypovitaminose, de l'anémie par carence en fer. Ils nous disaient que malheureusement, nous ne verrions pas ces cas parce que c'est plus théorique que pratique. Et aujourd'hui à Gaza, nous voyons tout. Nous voyons le marasme, nous voyons le kwashiorkor, nous voyons une tendance au saignement des gencives due à une carence en vitamine C.
Nous avons observé des cas de rachitisme dû à une carence en vitamine D. Nous avons même constaté une perte de cheveux, alopécie, et des changements de couleur des cheveux dus à une carence en zinc et à une hypoprotéinémie. Je le jure devant Dieu, lorsque je vois un cas de malnutrition aiguë sévère, je me sens complètement impuissant. On a l'impression que le bébé s'effondre. Même la mère et le père s'effondrent parce qu'ils sont incapables de faire quelque chose de simple pour leur bébé ou leur enfant, de leur offrir une alimentation adaptée. C'est inimaginable. J'ai vu de nombreux cas de malnutrition aiguë sévère et je les ai tous documentés. Ils étaient en parfaite santé auparavant et j'ai des vidéos de chacun d'eux. Il y a toujours une caméra et ils ont des photos de l'enfant avant la famine. Il était en bonne santé, bien nourri, joyeux, actif, et après la famine, il a perdu près de 40 ou 45% de son poids réel. Son visage est devenu sénile, il a l'air malade, apathique, irritable, plus de muscles, plus de tissu adipeux, juste un squelette recouvert de peau. Ce que les médias israéliens disent encore, c'est que c'est de la propagande. En réalité, il y a quelque chose chez les journalistes israéliens qui les convainc de la famine. Et je pense que le journal Haaretz a mené une enquête et a publié un rapport complet à ce sujet. Ils ont documenté tous les cas de malnutrition. De quoi parlent les Israéliens? Ils disent que certains cas souffrent d'une autre maladie. D'accord, je suis tout à fait d'accord que certains cas ont une autre maladie, comme une maladie métabolique, comme une maladie cardiaque. Mais il faut être clair sur un point. S'il s'agit d'une maladie chronique, dois-je le laisser mourir? Il a besoin de plus de protéines, il a besoin de plus de calories, il a besoin de plus de médicaments, il a besoin de plus de traitements. Ce n'est pas une excuse pour le laisser mourir. Ce patient chronique a aussi besoin de soins plus intensifs, de plus de calories et de plus d'alimentation. Mais ce que je veux souligner, c'est que nous avons près de 60 cas. 60% des cas sont de la malnutrition primaire. Ils ne souffrent d'aucune autre pathologie. La seule chose qui leur est arrivée, c'est l'absence de nourriture. Et c'est ce qui les a fait mourir de faim. Et je veux demander aux médias, qui parlent de propagande, quelle est l'explication pour le nombre de décès, près de plus de 200 patients tués par la faim? Ils ont été tués par quoi? Eh bien, nous constatons des décès dus à la privation, et la majorité des morts sont causées par des munitions. Il a été rapporté que l'hôpital Nasser, où vous vous trouvez, a traité de nombreuses blessures et décès provenant des sites dits humanitaires, d'aide à Gaza. J'aimerais donc vous demander, quel type de blessures voyez-vous provenant de ces sites d'aide, chez les personnes cherchant de l'aide, et que vous racontent les blessés à propos de leurs expériences lorsqu'ils tentent d'obtenir de la nourriture? Oui, exactement. Nous avons reçu beaucoup de cas provenant de GHF. Mon ami, au début, nous pensions que c'était quelque chose de bien et que cela offrirait de la nourriture et des colis aux familles. Mais ce que nous avons découvert plus tard, c'est que toutes les personnes qui étaient là pour les colis étaient gravement blessées. J'ai reçu et vu de nombreux cas où elles étaient visées dans la partie supérieure du corps. J'ai vu des cas où des personnes étaient touchées à l'œil, à la bouche. Je pense qu'il y a un sniper qui s'intéresse à eux, ou peut-être qu'il s'entraîne en les prenant pour cible. Franchement, c'est incroyable. Quelqu'un va là-bas pour récupérer un colis alimentaire ou quelque chose pour sa famille, et malheureusement, il revient encore sans vie. Même mon fils m'a demandé plusieurs fois s'il pouvait y aller parce que nous voulons récupérer de la nourriture là-bas. Je lui ai dit, pas question, parce que je ne veux pas te perdre.
c'est impensable d'y aller. Et j'ai vu beaucoup de vidéos de là-bas. Ils ne traitent pas les Palestiniens comme des êtres humains. Ils les traitent, désolé pour l'expression, comme des animaux. Ils mettent la nourriture dans une zone fermée et leur demandent d'entrer soudainement. Il n'y a aucune organisation, aucun ordre. Chacun essaye d'être le premier à attraper ce qu'il peut. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'humanité ou la morale. J'ai vu les cas de ceux qui sont revenus de là-bas au complexe médical Nasser. Ils étaient grièvement blessés. Et encore une fois, il n'y a aucune excuse ni explication pour viser la partie supérieure du corps. Si vous êtes inquiet pour quelque chose ou pour la sécurité, vous pouvez déclencher une alarme. Vous pouvez même faire du bruit, utiliser une bombe fumigène. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Je serais d'accord avec vous si vous disiez qu'on pouvait tirer sur les membres inférieurs. Mais pourquoi viser les yeux et la tête? Tous les cas sont des blessures par balle causées par des snipers. C'est incroyable et ce n'est pas compatible avec l'humanité. Nous avons des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des personnes très instruites. Comment peuvent-ils se retrouver dans cette situation, dans cette foule, sans papier d'identité, sans dossier civil, simplement choisis au hasard et traités avec une telle inhumanité? C'est incroyable. Et je pense que nous devons être convaincus que la meilleure façon de traiter ce problème est de reconnaître l'UNRWA, l'UNICEF, l'OCHA. Toutes ces organisations détiennent les registres civils des personnes, des Palestiniens. Elles peuvent vous contacter. Elles peuvent envoyer un SMS, par exemple. « Max, voici votre colis. Vous pouvez venir lundi à telle heure pour le récupérer. » C'est ce que nous faisions auparavant. Et malheureusement, cela n'arrive plus aujourd'hui. Parce que l'UNRWA a été supprimé et remplacé par le GHF. Et vous avez parlé de tireurs d'élite visant les personnes sur ces sites d'aide dans la partie supérieure de leur corps, y compris la tête. En somme, des tirs pour tuer. Nous avons entendu de nombreux témoignages faisant état de snipers israéliens visant des enfants à travers Gaza, notamment en leur tirant dans l'aine une semaine, puis la semaine suivante. De nombreuses blessures à la tête apparaissent. En tant que chef du service de pédiatrie, y a-t-il une part de vérité dans ces rapports concernant les snipers israéliens et leur ciblage des enfants à Gaza? Mon ami, nous devrions prêter attention aux statistiques concernant le nombre d'enfants tués depuis le début de la guerre. Selon les statistiques du ministère de la Santé, le nombre total de morts s'élève à près de 62 000. Parmi eux, environ 20 000, soit près de 33%, sont des enfants. Donc je pense qu'il y a un ciblage intentionnel de ces enfants. Malheureusement, j'ai vu des cas d'enfants qui ont été attaqués à la tête, mais au cœur et à la poitrine, alors qu'ils ne représentaient aucun danger pour les soldats israéliens. Ils sont simplement attaqués parce qu'ils sont des enfants. Si l'on regarde le nombre d'enfants ciblés, c'est un chiffre énorme. Quand on dit qu'une personne tuée sur 3 est un enfant, il est impensable de prétendre qu'il s'agit d'une erreur ou de dommages collatéraux. Cela signifie que vous attaquez intentionnellement des enfants. Je veux te donner un exemple, mon ami. Que se passe-t-il avec le Dr Alaa Al-Najjar? Le Dr Alaa Al-Najjar était l'une de nos collègues à l'hôpital. Alors qu'elle travaillait à l'hôpital, elle a appris qu'il y avait eu un bombardement, une frappe aérienne contre sa maison. 9 de ses enfants ont été tués. C'est un massacre inimaginable de ses enfants. Quelle est l'explication à cela? Ils savent tout. L'aérodrome, tout. Ils savent qui est ici et qui est là. Et ils savent qu'il y a des enfants à cet endroit. Ils ont attaqué et tué près de 9 enfants en une seule frappe aérienne. Donc je pense qu'il y a un ciblage intentionnel de ces enfants, parce que c'est ce en quoi ils croient.
leur conception de la manière de traiter les enfants, qui, selon eux, deviendront des terroristes à l'avenir. Et c'est ce dont ils parlent dans de nombreux médias et de nombreuses interviews. Voyez-vous de nouveaux types de blessures lors de ce cycle de conflit, peut-être causés par des armes inédites qui seraient testées sur la population de Gaza? Le mois dernier, par exemple. À un moment quelconque, au cours des 2 dernières années. J'ai vu beaucoup de cas, et je me souviens de nombreux d'entre eux. Par exemple, mon ami, avant l'évacuation du complexe médical Nasser, j'étais de garde dans ma chambre. J'étais le chef du service de pédiatrie. La chambre à côté de la mienne a été touchée par un obus de char. Il y avait une fille qui était tellement adorable et gentille. Elle s'appelait Dania Abou Mohsen. Dania Abou Mohsen avait 13 ans. Elle a été prise pour cible avec sa famille, et elle a été la seule survivante de toute sa famille. Elle est venue à l'hôpital et était dans le service de pédiatrie, et nous nous sommes occupés d'elle. Nous avions des conversations avec elle et essayions de plaisanter avec elle. J'ai demandé à Dania plusieurs fois, « Dania, qu'aimerais-tu devenir ?» Elle nous a dit, « Je veux être médecin. Je veux soigner les enfants qui ont été amputés, car elle-même avait un membre inférieur amputé. » Elle nous a dit qu'elle voulait devenir une chirurgienne orthopédique exceptionnelle et essayer de reconstruire et de soigner tous les membres amputés, car elle avait vu tant d'enfants amputés. Cette nuit-là, et cela a été documenté sur YouTube et dans de nombreux médias, un obus de char a frappé l'hôpital, la porte à côté de moi et la chambre voisine. Malheureusement, Dania a été tuée, et même de la matière cérébrale s'est retrouvée sur le mur tout près. On peut le voir dans de nombreuses vidéos. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que j'ai vus lors de mes tournées. Parmi les enfants, j'ai vu de nombreux cas de mains et de membres inférieurs amputés. Ils me demandaient, « Docteur, s'il vous plaît, une question innocente, est-ce que ce membre repoussera ?» Je ne pouvais pas répondre. Je n'ai pas pu répondre à la question parce que je suis incapable d'y répondre. Pourquoi cet enfant a-t-il perdu sa main ou sa jambe? C'est incroyable. Chaque jour, tu sais, si cette guerre prenait fin, Max, nous aurions un manuel comme le Nelson en pédiatrie ou quelque chose de similaire, qui serait rempli de ce qui est arrivé à chacun, à chaque personne à Gaza, à chaque enfant, même au fœtus dans le ventre de sa mère. Le bébé dans l'utérus de sa mère a aussi été tué alors qu'elle était enceinte de lui. Et nous avons beaucoup de cas comme cela, des femmes enceintes qui ont été ciblées et tuées, et le bébé à l'intérieur de leur utérus ou de leur ventre a été blessé, soit tué sur le coup, soit décédé plus tard à cause d'un accès tardif à l'hôpital. Et nous faisions partie des médias qui ont couvert l'assassinat de Dania Abou Mohsen par Israël. Je crois que nous avons inclus vos commentaires dans notre reportage sur YouTube. Elle était la seule survivante de sa famille, avait perdu un membre et a été tuée par un char israélien alors qu'elle était alitée à l'hôpital Nasser. L'un des épisodes les plus choquants parmi des milliers d'autres, qu'il devient presque impossible de recenser à ce stade. Je voulais vous interroger sur les rapports faisant état d'une augmentation du syndrome de Guillain-Barré à travers Gaza. Qu'observez-vous et pourquoi ça se produit-il? Oui, mon ami, le syndrome de Guillain-Barré, par définition, est une paralysie ascendante. C'est dû à quelque chose lié au système immunitaire. Les lymphocytes T ou les auto-anticorps affectent la gaine de myéline des nerfs. Cela survient généralement après une infection virale ou bactérienne, et parfois après une immunisation. Ce que je veux te dire, Max, c'est que nous avons envoyé des échantillons pour analyse en Israël et en Jordanie,
Et dans tous les cas, les résultats ont montré la présence d'entérovirus et de Campylobacter jejuni, des bactéries et des virus, dans ces échantillons. Cela signifie que la destruction du système d'égout à Gaza pendant cette guerre est la principale cause de cette maladie. Encore une fois, le syndrome de Guillain-Barré est l'une des maladies graves. Guillain-Barré is one of the serious disease. We used to see in Gaza 1 or 2 cases per year. Nous avions l'habitude de voir à Gaza 1 ou 2 cas par an, ou 3 cas au maximum par an. Mais au cours des 3 derniers mois, nous avons vu près de 100 cas. C'est un chiffre énorme. Nous avons qualifié cela d'épidémie. Le danger de cette maladie est qu'elle affecte parfois les muscles respiratoires et provoque une insuffisance respiratoire, obligeant le patient à être placé sous ventilation mécanique. C'est très grave. Nous avons perdu près de 10 patients à cause de cette maladie, ce qui signifie que 10% sont décédés. La difficulté avec cette maladie, c'est que le traitement n'est pas disponible. Le principal composant du traitement est l'immunoglobuline intraveineuse, IVG, qui est administrée aux patients 1, 2, 3 ou 4 fois. Cet IVG n'est pas disponible et les forces d'occupation n'autorisent pas le ministère de la Santé ni l'OMS à faire entrer ce traitement et à le donner aux patients. Ainsi, les patients que j'ai actuellement, au moment où nous faisons cette interview, j'ai 2 cas en unité de soins intensifs au complexe médical Nasser de Khan Younis. Ils sont en soins intensifs et attendent une immunoglobuline intraveineuse. Ils sont sous ventilation mécanique. Si l'immunoglobuline intraveineuse n'est pas autorisée à entrer, malheureusement, ils courent un risque élevé de mourir en raison de l'indisponibilité du traitement. C'est donc l'un des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons également des difficultés au niveau du diagnostic. Nous dépendons de l'expérience des médecins. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'analyse du LCR, liquide céphalorachidien. Nous n'avons pas d'EMG électromyographie. Nous n'avons pas de test de vitesse de conduction nerveuse. Donc nous nous fions à l'expérience du médecin. Ce que je veux souligner, mon ami, c'est que la propagation de cette maladie est également due au manque d'immunité et de vitamines. Vous savez, le système nerveux central a besoin de vitamines B1, B6 et B12 pour se régénérer et compenser. La perte de ces vitamines rend la maladie plus forte et plus répandue. De plus, le manque de vitamines affaiblit le système immunitaire du patient. Ainsi, la maladie se propage de plus en plus. Tous les crimes et horreurs que vous avez décrits sont rendus possibles par mon gouvernement, par les gouvernements occidentaux. J'ai l'impression qu'il y a très peu de choses que nous puissions faire dans ce pays en ce moment. Mais selon vous, que peuvent faire les personnes qui regardent ceci aux États-Unis, en Europe ou dans l'ensemble de l'Occident pour vous aider, vous et les personnes qui souffrent tant à Gaza? D'accord, merci Max. Tout d'abord, concernant l'événement, ce qui est arrivé aux journalistes. J'ai un point à soulever ici, s'il vous plaît. J'ai suivi avec une profonde inquiétude la façon dont plusieurs grandes agences internationales comme Reuters et l'Associated Press utilisent des termes tels que « nous avons un contractuel » ou « nous avons un journaliste pigiste assigné ». Ces termes diminuent leur statut professionnel et donnent l'impression que le journaliste palestinien occupe un poste subalterne par rapport aux journalistes occidentaux ou à tout journaliste en dehors de Gaza. Ce traitement de bas niveau des journalistes encourage de plus en plus les forces israéliennes et d'occupation à tuer ces journalistes. Comme je l'ai mentionné, mon ami, 249 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre. C'est un chiffre incroyable. Si les journalistes du monde entier prenaient des mesures concernant les droits des journalistes, la Convention de Genève, ou selon les organisations de journalistes, je pense que cela pourrait aider
à empêcher les forces d'occupation de continuer à faire taire ou à tenter de forcer les journalistes à cesser de parler et de couvrir les crimes qui se produisent actuellement à Gaza. C'est le premier point. La deuxième chose que je veux mentionner, mon ami Max, c'est que le peuple palestinien se trouve dans une zone fermée par la terre, fermée par les airs et fermée par la mer. Ils ne peuvent même pas essayer de contacter qui que ce soit à l'extérieur. Ce sont des êtres humains créés par Dieu, et ils ont besoin du droit à l'éducation, du droit de recevoir des fournitures médicales, du droit à une bonne alimentation et à une quantité suffisante d'eau potable. Ce sont des droits simples pour eux. Encore une fois, ils ont des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des étudiants, des journalistes. Ils respectent toutes les nations. Ils respectent tous les peuples. Ils veulent être en contact avec tout le monde. Ils doivent interagir avec tout le monde. Nous avons besoin que le monde traite le peuple palestinien de la même manière qu'il traite le peuple ukrainien, ou quelqu'un en Amérique, ou n'importe qui d'autre. Ce deux poids, deux mesures que le monde applique aux Palestiniens est inacceptable. Par exemple, le nombre de journalistes tués depuis le début de la guerre, ce chiffre est sans précédent dans le monde entier. Le nombre d'enfants tués approche les 20 000. Si cela se produisait ailleurs, en Ukraine par exemple, tous les pays européens se lèveraient contre ce qui se passe. Les États-Unis prendraient la parole. Pourquoi applique-t-on ce double standard lorsqu'il s'agit du peuple palestinien? Encore une fois, ce sont des êtres humains. Ils ne sont pas seulement de l'encre sur du papier. Ils méritent une vie digne. Ils veulent vivre avec humanité et moralité et être traités comme des êtres humains. Dr Ahmed Al-Farah, chef du service de pédiatrie à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Je sais que vous êtes très occupé et que vous avez des choses bien plus importantes à faire que de nous parler. Alors merci infiniment de nous accorder de votre temps. Merci de témoigner et pour le travail qui sauve des vies que vous accomplissez dans des conditions impossibles. Merci, Max. C'est un grand plaisir pour moi d'être interviewé par vous. Je sais que vous êtes un journaliste célèbre et je sais que vos reportages sont précis et que vous dites la vérité. Vous essayez d'aider toute personne qui estime ne pas recevoir ses droits. Merci. Merci, Max. Merci, mon ami. Nous faisons simplement ce que nous pouvons et nous te reverrons, Inch'Allah. Inch'Allah. Inshallah.